Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine du beau, du bon, du bien-être. Je me trouve dans la suite des Galeries Lafayette et aujourd'hui, place à la nouvelle génération de designers. Il en est un dont le nom est mondialement connu. Il s'appelle Noé Duchaufour-Laurence. C'est vrai qu'il a un nom d'auteur du 19e siècle, mais c'est pourtant bien au 21e siècle qu'il vit pour notre plus grand bonheur. Rencontre avec ce designer dans quelques instants. Juste le temps pour vous de découvrir le sommaire. Cette semaine, on échappe à la vague du mauvais goût dans l'arche de Noé Duchaufour-Laurence. Ce petit génie du design crée des univers totalement époustouflants. Nature, style et poésie, on est toute folle de Noé. Puis rencontre d'un autre petit génie, mais de la mode cette fois, Marc-Antoine Barrois. Enfin, Lydia Bakri nous dévoile une des tendances phares de la saison, l'imprimé foulard. De la tête aux pieds, vous serez gâtés. Noé Duchaufour-Laurence est un petit génie de la planète design, reconnu par ses pairs comme par le grand public. Il n'a qu'une seule ligne de conduite, suivre son propre chemin. Bonjour Noé. Bonjour. C'est bien résumé, non? Je sais pas, on verra. Alors vous êtes designer, architecte d'intérieur, vous avez d'abord étudié la sculpture, je crois. Tout à fait. Oui, et ensuite? Et ensuite, le mobilier aux arts décoratifs. Et puis après, sur le tard, directement sur le terrain, parce que c'est le meilleur apprentissage. Oui. Est-ce que ça a été toujours une vocation, le design? À 13 ans, j'ai décidé de faire ça. Oui. Et je voulais plutôt faire de la sculpture. Et ensuite, j'ai vite compris que j'avais peur de ce grand vide qui est l'art. Cette grande introspection. Et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus utile, on va dire. Et amener de la fonction dans les formes, dans l'émotion, les objets. D'accord. Alors, vous vous exprimez dans de nombreux domaines. On peut parler du restaurant Sketch à Sceaux, du Sénéki à Saint-Trope, des salons business d'Air France. Vous vous exprimez dans des univers complètement différents. C'est un nouveau challenge, j'imagine, à chaque fois. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Et c'est ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que ça ne s'arrête jamais. On est en perpétuel apprentissage. Je pense que c'est ce qui est finalement intéressant. Et c'est cette veille permanente de la création. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'aller chercher quelque chose de différent. Alors, question difficile, comment est-ce que vous expliquez votre succès? Oui, c'est difficile. Ah, oui, mais alors comment? C'est quoi votre patte, votre touche? Non, je ne sais pas s'il y a un vrai succès. Je sais juste que voilà, je travaille, je mets beaucoup de moi dans ce que je fais et beaucoup de sincérité. Et c'est peut-être ce qui finalement finit par payer. Est-ce que la reconnaissance des grandes enseignes vous aide à vous dépasser? Alors oui, mais comme les petits projets, à chaque fois on est dans un défi permanent, on est à chaque fois à la recherche de quelque chose de différent et essayer de ne pas rentrer dans des systèmes. Donc que ce soit des grandes ou des petites enseignes, finalement on est dans le même travail. Les grandes enseignes sont c'est peut-être plus complexe parce qu'il y a plus de choses à gérer qui sont autres que la création. Et finalement, c'est ce qui fait que les projets sont de vrais challenges à la fin. Mais vous vous définissez comme designer avant tout. C'est important de faire la distinction avec votre activité d'architecture d'intérieur? Non, je ne fais pas vraiment de distinction parce que j'aborde l'architecture intérieure par l'objet. J'imagine que finalement, au départ, l'objet m'a donné l'envie d'aller vers l'espace. Parce que pour moi, l'objet définit déjà un espace. Et c'est une prolongation logique finalement de créer un espace et pourquoi pas plus tard essayer de voir si on ne peut pas aller plus loin sur la coque, sur l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuité dans les signes et on essaie de raconter une histoire globale et logique. D'accord. Et vous créez pour les plus grands éditeurs de design français, italiens. Alors, mobilier, objets, scénographie. Finalement, vous avez soif de vous exprimer dans tous les domaines. Oui, mais il y en a encore beaucoup que j'ai envie de toucher. Alors, lesquels? Je sais pas, j'aimerais bien travailler sur quelque chose sur la mobilité, sur des choses peut-être plus accessibles au grand public. Voilà, il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie d'explorer. Des objets qui font appel au rêve, le bateau, l'avion, je sais pas. Il y a des choses qui sont... Peut-être le moyen de transport, en tout cas, peut vraiment être quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous vous sentez, vous, proche de la nature dans vos créations? Je suis totalement plugué sur la nature. C'est-à-dire c'est ce qui me ressource et ce qui me donne l'énergie que j'ai aujourd'hui. La ville, on va dire que c'est ce qui occupe le plus mon espace parce que je suis vraiment... je vis dans une ville, je suis en relation perpétuelle avec la ville. Mais la nature, c'est vraiment l'endroit où je vais me ressourcer.
C'est ce qui inspire mon travail. L'organique et le naturel. L'organique et le naturel. Et le plus loin que ça, c'est essayer de recréer une relation émotionnelle avec la nature au travers de l'objet. C'est vraiment se recréer ce lien qu'on perd complètement avec une culture qui nous amène hors sol. Et alors, qui vous influence? Quelles sont vos influences? Elles sont très larges. Ça peut être les gens qui sont autour de moi. Ça peut être, je ne sais pas vraiment définir. C'est vrai que j'ai eu des influences, des maîtres à penser peut-être. Qui, par exemple? Dans les années 50, si on va chercher par là, Noguchi, Molino, des gens, Carlo Molino, qui a fait des choses exceptionnelles avec du bois courbé. Charles Grims, dans le même registre d'ailleurs, mais plus sur le design. Molino, ce que je trouve vraiment très intéressant dans son travail, mais c'est une référence que j'ai depuis 10 ans, donc il faudrait peut-être réactualiser, mais j'ai l'impression que c'est un peu la seule, c'est c'était un touche-à-tout. Il travaillait à la fois la photo, c'était un poète, c'était un architecte, c'était quelqu'un qui en même temps travaillait énormément sur la technicité des choses. Donc, touche-à-tout comme vous, finalement? Je sais pas, je n'irai pas jusque-là, mais si on pouvait, en tout cas, je pouvais tendre vers ça, oui, ça serait une belle histoire. Alors c'est vrai qu'on a du mal à mesurer l'ampleur de votre travail parce que vous êtes présent dans de nombreux domaines. C'est pour ça que nous sommes allés vous voir pour vous consacrer un petit sujet sur vos multiples activités. Paris, 56e étage de la Tour Montparnasse, visite de chantier. Noé Duchaufour-Laurence a complètement relooké le nouveau restaurant Le Ciel de Paris qui doit ouvrir début juin. Ouais. Il n'a pas fait son inspection depuis plusieurs jours et va de surprise en surprise. Non mais ça, c'est pas possible, cette verrue là. Déjà qu'il nous a mis la grille à côté de ça, c'est pas très épais, hein. Elle me semble vraiment pas épaisse, sa peinture, là. Là, je vais manger, là. Les gens sont là. La table, elle va buter là-dedans. Le designer a la réputation d'être perfectionniste, voire pointilleux. À 3 semaines de l'inauguration, la pression monte et le diable se cache dans les détails. On avait dessiné ça avec des arrondis. Le fait que vous soyez en décalage. Il y a plein de petits trucs comme ça, moi, c'est une histoire de millimètres. On est en débord par rapport au nez de... C'était comme ça sur le banc. D'accord. On a 2000, là. T'as vu le... Oui, les taches. Et le mur, là. Ça, on peut pas les garder comme ça, hein. On s'est embêté à faire un plafond, on est en train de le foutre en l'air. Tout le projet est sur le plafond. Je pense qu'on peut les peindre. Non, on peut pas le garder, hein. Non, c'est évident. On l'a vu, elle a pas bougé, hein. Là, on est bon. Ça tient. Noé Duchaufour-Laurence exige mais reste philosophe. Depuis qu'il a ouvert son agence voilà 10 ans, il multiplie les expériences. Ce qu'il aime avant tout, c'est explorer plusieurs terrains en même temps et y trouver les liens poétiques qui lient les choses entre elles. Il faut qu'il y ait un côté naturel aussi dans la pose. C'est un projet de table basse en verre. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur la transparence du verre et de... L'inspiration, elle est là. C'est des feuilles d'arbres qui se juxtaposent et qui jouent avec la lumière, comme des feuilles au travers d'un... La lumière qui passe au travers des feuilles d'un arbre, en contre-jour. Bon, c'est très très simple, mais la base de l'histoire, elle est là. Je me base souvent sur des choses naturelles, qui sont des extraits comme ça de la nature, des sortes d'inspiration que je peux avoir dans la nature. Finalement, ce que j'essaie de faire, c'est que l'objet devient une sorte de vecteur ou de moyen de transport d'émotions à l'intérieur de nos maisons. Donc, en considérant qu'en partant d'un constat assez basique, qui est de se dire que l'objet utile, fondamental, n'existe plus parce qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de culpabilité à produire plus. Mais finalement, cette culpabilité, elle est rattrapée par le besoin de poésie qu'on a et de rêver, de rêver à des espaces différents, à des choses différentes, à une autre condition, et finalement voyager. Et j'essaie de le faire à mon échelle, dans l'objet, parce que c'est tout ce que je sais faire. Et c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Une lame verticale assumée. J'ai l'impression que tout ce que je fais est appliqué à mon travail ou à cette passion.
L'architecture, c'est toujours un moment très ingrat. On construit, donc on est toujours dans le rêve du fantasme d'avoir l'objet fini et de pouvoir le vivre. Et puis en même temps, il y a tout ce côté ingrat, c'est cette bataille acharnée qu'on a du début à la fin. Au début, on est dans la projection pure, dans le fantasme absolu, et très vite, il y a la réalité des choses qui est là. Et la bataille, c'est d'essayer de faire en sorte de concilier nos idées, l'émotion qu'on a au départ d'un projet, et de la garder jusqu'au bout. Garder l'ADN, savoir ce qu'on peut garder, ce sur quoi on peut faire des concessions, et puis après arriver au résultat final. Voilà, j'en suis à un stade dans mon travail où je sais un peu plus ce que je veux raconter, ce que je veux faire, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai pas envie. C'est le dessinateur qui sait... Et finalement, c'est peut-être cette clarté dans le propos, le fait que ça devienne un peu plus clair, que les contours de la chose deviennent un peu plus clairs, qui font qu'aujourd'hui, on a l'impression de me voir pour la première fois et se dire que je suis arrivé là tout récemment. Et c'est peut-être vrai, mais finalement, je viens peut-être juste de commencer à naître, et tant mieux. Je trouve ça plus intéressant d'être au début d'une histoire qu'à la fin. Architecte de sa vie aussi, Noé est à la croisée des chemins. Sa cote ne cesse de grimper et si l'on en croit les chantiers à venir, il n'est pas prêt de suspendre son vol. Noé Duchaufour-Laurent, c'est maintenant l'heure de notre interview 100% art de vivre. Est-ce que vous êtes prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je vais essayer. Ça va être difficile. Hein. Non, en général, ça va. Alors, si vous deviez vous transformer en mobilier ou en objet? Ouais, c'est difficile. Ouais. Ah non, mais vous répondez quand même si c'est difficile. Peut-être un... Il n'y a pas vraiment de... Ok. Il n'y a pas un objet incontournable? Un objet incontournable? Oui. Des habits. Voilà. Bonne... Se couvrir. Et quoi, plus particulièrement? Un slip, je pense que c'est... Un slip. C'est un bon objet. Pardon. Un peu de décence. Voilà. Ça aurait pu être des chaussettes aussi. Non, bon, alors, je préfère le slip. Ok. Pour vous, le summum du luxe, c'est quoi? Le vide. Oh. Ah oui? Ouais, le rien. Arsène Lupin d'un soir, vous pouvez voler une œuvre d'art. Laquelle choisissez-vous? Si c'était vraiment par nécessité, peut-être un gros diamant pour l'offrir à celle que j'aime, ou une peinture, une toile. Voilà, ou alors par militantisme, voler un escroc, un truand, je sais pas. Quel est selon vous l'objet le plus utile? Le crayon, voilà, pour dessiner des objets qui ne sont pas nécessaires. Quelle est la matière qui vous définit le mieux? Une matière organique, vivante peut-être, quelque chose qui bouge, le bois. Le bois. Vous devez partir sur une île déserte et vous ne pouvez amener que 2 objets. Lesquels? J'amènerai un carnet, je ne donnerai pas la marque, et un crayon. Mais ce sera toujours les mêmes. Ouais. Quelle est selon vous la plus vilaine faute de goût dans le design? La surabondance, la surenchère, ouais. Quand vous aurez du temps, qu'est-ce que vous ferez? Quand j'aurai du temps, je prendrai le temps. De faire quoi? Peut-être de rien faire. De rien faire. Est-ce que vous cuisinez? Non, malheureusement, mais j'adore manger. Et quel type de cuisine? Asiatique peut-être, japonaise. Quand les goûts sont un peu surprenants, ça me plaît. Voilà. Et puis, plus récemment, les restaurants qui sont portés sur les aliments, les ingrédients, la source des choses. La slow food? Oui, je pense à la Grenouillère, par exemple, un restaurant que j'ai pu tenter récemment. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Noé. C'est pas terminé. Est-ce que vous vous intéressez à la mode? Oui, sans en faire trop. Oui, et particulièrement à la mode homme. Oui. Alors, vous devez peut-être connaître le nouveau dieu de la mode homme qui fait des costumes absolument sublissimes. Il s'appelle Marc-Antoine Barrois et on a toute envie de le rencontrer. Et non, Marc-Antoine Barrois n'est pas le créateur des costumes de ce célèbre cabaret. Son savoir-faire se situe dans une autre tradition très française, la haute couture, mais masculine. Nous l'avons donc rencontré à 2 pas du Moulin Rouge, dans un appartement très cosy, où il aime recevoir ses clients. Alors, en créant la maison de couture Marc-Antoine Barrois, on a voulu créer une maison hybride entre haute couture et tailleur en grande mesure. C'est-à-dire que ce sont que des pièces uniques, réalisées à la main, à Paris avec un savoir-faire artisanal français, qui est quelque chose de très important pour moi, pour véhiculer derrière ça une image
moderne, élégante d'un homme qui vient ici chercher une pièce exclusive. La maison voit le jour en 2009, alors que Marc-Antoine n'a que 25 ans. Mais déjà, le jeune styliste n'en est pas à ses premiers coups de ciseaux. C'est au fil des rencontres qu'il fait ses gammes, avec notamment Dominique Sirot, Jean-Paul Gaultier pour Hermès, ou encore Jean-Claude J3. Il se façonne un style inspiré de l'élégance d'hier. Les créations que je fais aujourd'hui se veulent résolument contemporaines. J'ai pas envie d'habiller quelqu'un comme on s'habillait dans les années 50, même si c'est des périodes qui m'ont fait rêver. Donc il y a vraiment l'esprit du rêve et du fantasme de l'homme élégant d'un côté, et l'esprit de la création et de ce que j'ai envie moi d'en faire aujourd'hui et de faire rêver à mon tour. Et qui dit luxe d'exception dit forcément service sur mesure. Donc ici, c'est l'entrée de l'appartement où on fait un dressing idéal, où je présente le dressing idéal pour l'homme. C'est ici que le client va découvrir la collection quand il ne la connaît pas encore. On va dire qu'un dressing idéal, il se compose d'un beau costume, d'un beau manteau et d'un smoking. Des modèles classiques mais innovants et parfois en totale rupture. Voilà, donc ça c'est un manteau sur lequel il y a une incrustation de satin. On retrouve des détails de création comme cette cicatrice que je crée sur toutes les épaules de mes modèles. On va retrouver une belle épaule assez généreuse. Et on a un manteau qui est dans un cachemire ultra souple, très fin, très fluide. On va avoir un smoking ici, qui est un smoking assez travaillé dans la géométrie, donc dans la géométrie des formes, où j'ai fait des incrustations de satin. Et cette silhouette qui est vraiment très dessinée, donc ça c'est un parti pris vraiment particulier sur un smoking. Alors un modèle plus décalé mais toujours aussi élégant, comme par exemple cette petite cape, très courte, c'est ça qui en fait son originalité. À l'intérieur, le client va bénéficier d'une fourrure ici. Elle pourrait ne pas être doublée en fourrure, mais ça lui donne le côté très chaud. Une proposition décapante. Donc ici, c'est le salon où on reçoit nos clients pour leurs essayages. Et aujourd'hui, on va essayer un vêtement de la prochaine présentation sur Victor, notre mannequin cabine, et avec Olivier Boileau, mon associé. Hi Victor, Hi. how are you doing? Fine, fine. Une forme de classicisme s'impose, surtout pour notre clientèle qui recherche quand même quelque chose d'assez raffiné. Et je crois que c'est ça qui caractérise la maison Marc-Antoine Barrois. C'est vraiment une mode qui revient aux fondamentaux, c'est-à-dire un vêtement portable, unique, pour un homme d'exception. Ça peut être aussi un collectionneur dans l'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui investit un peu moins souvent dans des vêtements, mais qui préfère investir mieux. Et donc, il préfère acheter du beau, du français, du fait main. Je crois que Marc-Antoine a très bien compris ça. Imaginez une collection haute couture pour des hommes élégants, créée en un seul exemplaire. Il faut avouer que l'exercice n'est pas si simple. Mais cela ne semble pas affecter le créateur Marc-Antoine Barrois, émerveillé comme au premier jour. Ce qui m'anime au quotidien, c'est me réveiller pour faire quelque chose qui me plaît, en l'occurrence créer. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors, je suis toujours avec un carnet de croquis quelque part et je vais toujours avoir mes idées qui fusent partout. Créer, coudre, apprendre, parce qu'on apprend tous les jours, c'est magique. Et quand la maison de couture reçoit un client, on peut dire qu'elle met les petits plats dans les grands. Oui, parce que le client, il vient entre midi et deux. Et donc nous, on lui propose de faire l'essayage, de lui faire un petit plat vite fait comme ça. C'est surtout très rare de déjeuner avec le créateur. Mais il y a un lieu gardé secret. Une pièce dérobée que Marc-Antoine a accepté de nous dévoiler, son studio de création. Nous le retrouvons ici avec Robert, un maître tailleur hors pair. Et oui, 40 ans de collection avec Lanvin, ça ne s'invente pas. Donc Robert, aujourd'hui, dans mon travail, il est extrêmement important parce que c'est lui qui a cette expérience pour m'apprendre, pour me donner les détails, mais avant tout aussi pour faire des pièces d'exception pour mes clients. Parce qu'un bon tailleur, il faut forcément qu'il ait cette expérience, cette main, pour pouvoir faire des pièces d'exception, chose que je ne pourrais pas faire moi-même aujourd'hui. Une transmission du savoir qui n'est pas pour déplaire à Robert. Je lui apporte tous les conseils que je peux lui apporter. Et je dois vous dire que c'est la première fois que je rencontre un garçon qui, avec acharnement, cherche à maîtriser la partie technique de la fabrication du vêtement. C'est-à-dire apporter à ces dessins, qui sont des dessins très modernes, apporter la conception comme on doit le faire dans la tradition. Que les hommes élégants se rassurent, avec Marc-Antoine Barrois, la relève est assurée. Noé Duchaufour-Laurence, merci d'avoir accepté notre invitation. Une petite dernière chose, nous allons maintenant retrouver Lydia Bakri de l'Express Style qui nous parle des tendances. Et alors, est-ce que vous saviez que la tendance de l'été sur les podiums, c'est l'imprimé foulard?
Absolument pas. Ça vous parle, l'imprimé foulard? On va voir. Alors, on découvre ça tout de suite. Bonjour Lydia. Bonjour Sandrine. Alors aujourd'hui, nous allons parler mode avec le retour d'une tendance, un grand retour, puisque le foulard est là et il avait quand même disparu de la circulation depuis 10-20 ans. Oui, au moins 10-20 ans. Mais ne l'oublions pas, le foulard était quand même une pièce maîtresse du vestiaire, donc il s'agit simplement d'une éclipse, certes assez longue, une pièce maîtresse du vestiaire depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle. Alors il est de quelle origine le foulard? En fait, il est provençal. Foulé, d'ailleurs, signifie tissu léger. Et les femmes le portaient tous les jours dans les campagnes, dans les champs, soit autour du cou, soit sur la tête pour se protéger de la pluie. Alors c'est au XXe siècle qu'il quitte la campagne pour arriver à la ville. Absolument. Alors il commence à entrer dans la capitale. Les femmes délaissent un peu les chapeaux très compassés pour des foulards qu'elles portent simplement sur la tête. Et alors après, les people s'en sont mêlés. Les people s'en sont mêlés. En fait, il y a eu cette période un peu urbaine et puis il y a eu les années 50 où là, les couturiers ont commencé à utiliser de plus en plus les foulards, aussi à demander à des créateurs de créer des impressions. Hermès, par exemple, et son fameux carré. Alors évidemment, ça a fait école. Les people, comme vous le disiez, s'en sont mêlés. On pense évidemment à Marilyn Monroe, à Grace Kelly, à Audrey Hepburn. Il y a ces images qui sont très fortes, symboliques des années 50, où les femmes étaient dans des décapotables sur la côte, avec le foulard sur les cheveux. C'était magnifique avec leur foulard comme ça sur la tête. Alors ensuite, il y a eu un long passage à vide, puisqu'on considérait que le foulard était un petit peu emblème d'une bourgeoisie, un peu dépassée, un peu triste. Et bingo, maintenant il réapparaît. Il ressurgit et c'est vraiment une vraie surprise. En fait, il a ressurgi l'automne dernier grâce à la maison Versace, la maison italienne, qui a ressorti de ses cartons